Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous allons attaquer maintenant les méthodes de construction théorique. Alors, dans la méthode scientifique, cette étape n'est pas vraiment codifiée. Et elle n'est d'ailleurs pas vraiment codifiable. Parce que il n'y a pas vraiment de règles ou de canons bien précis pour construire une théorie. Mais on peut tout de même dégager un certain nombre de méthodes et de grands principes dans la façon d'aborder les problèmes. Alors, il y a la première méthode qu'on peut décrire, c'est la méthode qu'on pourrait qualifier d'orthodoxe, parce que c'est celle qui colle le plus à la méthode scientifique. Alors, en quoi consiste-t-elle? Dans un premier temps, on effectue le choix d'un domaine physique, d'un phénomène physique bien précis, ou de différents comportements de systèmes physiques qui sont nouveaux ou déjà connus, mais mal décrits par la théorie ou mal connus. Évidemment, quelque chose qui est déjà bien connu et à la fois parfaitement décrit par la théorie ne présente pas trop d'intérêt, sauf si on a la possibilité d'aller plus loin dans la précision des mesures, par exemple. La deuxième chose, ça va être d'effectuer des expériences afin d'accumuler le maximum de données expérimentales en expérimentant le phénomène, le système, le domaine, dans toutes sortes de situations et en faisant varier les paramètres autant que faire se peut. Notons que ceci n'est pas vraiment le domaine du théoricien, puisque comme nous l'avions déjà dit, la physique est un peu particulière dans la mesure où les théoriciens sont rarement les expérimentateurs. Ce sont souvent deux métiers différents. De plus, il n'est pas rare que les expériences ont déjà été menées. On a à disposition un certain nombre de données et on espère pouvoir les exploiter. Le théoricien doit avoir accès à ces données, ce qui se fait à travers les publications ou maintenant avec Internet, à travers diverses bases de données disponibles pour les hommes de métier. Il est fréquent aussi que cela se fait au sein d'équipes où il y a des expérimentateurs et des théoriciens et où l'équipe dispose d'un laboratoire qui va effectuer les différentes expériences. La troisième étape, c'est l'analyse des données. Donc on a accumulé des données expérimentales, on va les analyser de manière à dégager un certain nombre de comportements des grandeurs qui ont été mesurées, les relations qui existent entre les grandeurs. Souvent, de telles analyses nécessitent une analyse statistique de l'ensemble des résultats. Ça peut être assez sophistiqué, assez complexe. À ce stade, c'est essentiellement de l'analyse numérique. La quatrième étape va consister à poser un certain nombre d'hypothèses sur la manière dont les phénomènes se passent, se produisent, ou sous forme de modèles aussi, des modèles au sens où nous en avions parlé. Le choix de ces hypothèses et des modèles, c'est basé bien sûr sur ce qui a été obtenu ici. À ce stade joue l'imagination, la réflexion, le bon sens, l'intuition, en se méfiant, puisque l'intuition commune est souvent très trompeuse. Il y a clairement une grande force de l'expérience du théoricien qui, par habitude, sait les bonnes manières de réfléchir et d'approcher les problèmes. Et une fois ces hypothèses posées, elles sont vues comme une vérité établie. On les accepte telles quelles, au moins provisoirement. Prenons quelques exemples.
Par exemple, les expériences au XIXe siècle, de nombreuses expériences, ont fini par montrer que la vitesse de la lumière dans le vide était indépendante du mouvement de la source qui émet la lumière et indépendante de la vitesse du récepteur qui capte cette lumière. Cela a abouti à la relativité. Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, Hubble constata que les galaxies s'éloignaient presque toutes de nous, en tout cas les galaxies situées au moins à une certaine distance, et que leur vitesse d'éloignement était proportionnelle à leur distance. C'est la loi dite de Hubble. Et cela a conduit à la cosmologie, au modèle standard. Là, il s'agit d'un modèle qui a mis du temps pour être élaboré. La théorie qui pourrait être collée à ça, c'est la relativité générale. Mais, on va dire, des accidents historiques font que la relativité générale n'a pas été construite pour ça, et que Einstein a même raté cette prédiction. Il aurait pu la faire, il n'y a pas pensé. Avant cela, on découvrit aussi, par exemple, les lois de la réflexion. On découvrit comment la lumière est réfléchie par les miroirs. C'est la loi de Snell-Descartes qui a donné les lois et les théories sur l'optique. Donc, toutes ces données expérimentales aboutissent à des hypothèses qu'on appelle aussi parfois postulats ou axiomes ou principes, selon la manière dont on les voit un peu, ces mots sont presque synonymes. Notons que c'est souvent dans cette étape que se cache le génie. Pourquoi certains théoriciens trouvent les bonnes hypothèses? On ne sait pas trop, voilà. L'intuition, l'expérience, le génie. Mais c'est là que ça se cache. La cinquième étape, c'est la modélisation mathématique. Donc, ces hypothèses sont formulées sous forme mathématique et on élabore la théorie de manière mathématique. Alors, ce n'est pas du pur calcul mathématique. Ce n'est pas comme une recette de cuisine. C'est un travail de théoricien, de mathématicien, clairement. C'est des mathématiques. Mais ce n'est pas du tout comme une recette de cuisine. C'est souvent très difficile de trouver comment construire la théorie à partir de ces postulats, de ces axiomes. Il n'est pas rare que les outils mathématiques qui soient nécessaires soient encore à trouver. Beaucoup d'outils mathématiques, utilisés en mathématiques, développés en mathématiques, beaucoup ont été trouvés par des physiciens, par la physique. La physique a inspiré les mathématiciens. Pas toujours le cas. Parfois, on a la surprise de découvrir que des outils mathématiques tout faits existent, qui n'avaient pas encore d'emploi pratique en physique, et bon, ça tombe bien, ils étaient là. C'est le cas, par exemple, de la théorie matricielle, lorsque Heisenberg a fondé la mécanique quantique. C'était le cas des espaces de Riemann, des espaces-temps courbes, lorsque Einstein a créé la relativité générale. Les outils mathématiques existaient. Mais parfois, il faut les construire de toutes pièces. Le physicien, le théoricien, souvent, se contente du strict minimum, ce dont il a besoin, laissant à des mathématiciens de métier d'approfondir et de préciser les conditions d'usage des différents outils. C'est très fréquent. Feynman, par exemple, a élaboré en mécanique quantique sa méthode des intégrales de chemin. Et la première formulation était très intuitive, très approchée. On ne savait pas trop bien quelles étaient les conditions mathématiques dans lesquelles l'usage de ce qu'il avait fait était correct. Cela fut approfondi assez vite par les mathématiciens. En plus d'être difficile et d'avoir ces outils à élaborer, cette étape de construction mathématique peut être assez longue.
Elle peut même impliquer beaucoup de théoriciens. Contrairement à ce qu'on croit parfois, Einstein n'a pas écrit toute la relativité pour ce qui est de cette étape-là. Celle-là, oui. On lui reconnaît la paternité et le génie de cette création, c'est légitime. Mais la construction mathématique a impliqué beaucoup d'autres théoriciens. On parle de l'espace-temps de Minkowski, des espaces-temps riemanniens, j'en ai parlé. On parle des transformations de Lorentz qui était physicien. Et Cartan a beaucoup contribué à donner une formulation beaucoup plus élégante de la relativité générale. Un autre exemple est celui des équations de Maxwell de l'électromagnétisme au XIXe siècle. Quand Maxwell a pondu sa théorie d'équations de l'électromagnétisme, celle-ci était tout à fait juste, mais elle comportait un nombre incroyable de variables et un nombre faramineux d'équations. Inutilement. C'est Heaviside qui est repassé dessus et qui a dit on peut simplifier tout ça pour aboutir à seulement 4 équations qui sont très connues des étudiants en physique et des physiciens. Les équations d'origine, à part les historiens des sciences, tout le monde les a oubliées. Donc, et ben on dit les équations de Maxwell, alors qu'en fait elles ne sont pas de lui, elles sont de Heaviside. Donc, c'est long et ça fait intervenir beaucoup de gens pour améliorer, approfondir la formulation mathématique. Ensuite, 6e étape, qui est d'ailleurs souvent concomitante de la précédente, ce sont les prédictions. La théorie ayant été élaborée, on a des équations qui s'appliquent à toutes sortes de situations. On peut étudier ce que prédit la théorie et la traduire sous une forme expérimentale, puisqu'on a une relation, on en avait parlé, entre les grandeurs mathématiques et les grandeurs physiques. On peut donc traduire ça en expérience dans le but de vérifier aussi bien les hypothèses directement, si c'est possible, que pour vérifier les conséquences de la théorie. La 7e étape va être la validation par l'expérience. Alors, ces validations ne constituent pas une preuve de la validité de la théorie. Il y a toujours des hypothèses, et il est impossible de savoir si d'autres hypothèses ne pourraient pas aboutir au même résultat. Au moins pour ce qui a été vérifié. C'est donc une validation. Ou bien alors, on a une réfutation. C'est-à-dire qu'on vérifie un résultat, eh ben non, c'est pas bon. Ça peut être plus ou moins important, ça peut être une réfutation qualitative, ça ne se comporte pas du tout comme on l'avait prévu, ou une réfutation quantitative. On avait prévu de mesurer 10,77 ampères, on en mesure 10,75. Et on va vérifier, il y a bien un écart. Hein. C'est assez précis pour dire, oui, il y a un écart. Petit écart. Notons que, tout comme pour ici, les théoriciens sont rarement ceux qui font les expériences. Mais le théoricien se situe quand même dans tout ce domaine-ci, on s'en juste dans la partie expérimentale. Il part des expériences et prédit les expériences. Même si beaucoup de gens retravaillent sur la partie mathématique, dans une première version, il doit être à même de faire des prédictions qui peuvent être validées. Donc, même les théoriciens, s'ils ne sont pas de bons expérimentateurs, certains sont expérimentateurs, même bon, il y a des exceptions. Mais même s'il n'est pas un bon expérimentateur, ou même s'il n'est pas du tout expérimentateur, il doit quand même connaître les expériences. Il doit savoir comment se font les expériences. Et si possible, en ayant appris par la pratique, ce qui se fait d'ailleurs s'il a suivi un cursus universitaire dans ce domaine. Je ne suis pas physicien au niveau universitaire, je suis ingénieur civil. Sur certains points, ce n'est pas très éloigné parce qu'on apprend beaucoup de physique. Et j'ai mis la main à la pâte dans les laboratoires. Je me considère plus comme un théoricien
en physique, mais j'ai mis la main à la pâte. Et ça m'a beaucoup appris, beaucoup. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est une expression toute faite, mais là, elle s'applique bien. Il faut savoir comment se font les expériences. Il faut savoir ce qui peut se faire, et comment le faire, et comment interpréter les résultats. Sinon, comment exploiter ça? Et sinon, comment faire des prédictions? Si on ne sait pas comment se font les expériences. Donc, même si on n'est pas expérimentateur, il faut au moins savoir comment on fait l'expérimentation et y avoir, si possible, touché. Si ce n'est pas le cas, alors je déconseille fortement d'être un théoricien en physique. Si vous êtes bon pour cette partie-là, devenez mathématicien. Si vous êtes bon pour ça et rien que ça, devenez philosophe. Et s'ils savaient que vous n'êtes pas si bon que ça, devenez jardinier. C'est un métier tout à fait honorable, que je respecte beaucoup. J'ai pas du tout la main verte. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui font du jardinage. Et on en a besoin pour manger de bons légumes, de bons fruits. Revenons-en à la validation. Plus on fait de validation, enfin, comme pour les expériences initiales, avec différentes circonstances, différents paramètres, etc., plus il y a de validation, plus ça donne de la confiance à la théorie qui a été élaborée. Mais si on a une réfutation, cela ne signifie pas qu'on va tout mettre au bac. Ça permet simplement de préciser le domaine de validité, qui peut être plus petit que ce qu'en dit la théorie. Et c'est l'expérience qui le montre. Toujours. Ce n'est pas le théoricien qui dit quel est le domaine de validité. Le théoricien, il va dire la théorie peut s'appliquer jusque-là, mais je ne sais pas si ça sera là, là, là ou là ou là. C'est l'expérience qui l'indique. Donc les expériences vont valider certains résultats, en réfuter d'autres, et on va dire, ben voilà, par expérience, on a tel domaine de validité. Ce n'est que si le domaine de validité tombe à zéro, donc en fait, on fait les validations, il n'y en a aucune qui marche. Alors là, plus de domaine de validité. Ou, si on a un domaine de validité, mais on avait déjà une ancienne théorie, et la nouvelle théorie, son domaine de validité est 2 fois plus petit. Bon, dans ces cas-là, vous prenez la théorie, poubelle, toujours. C'est pas si rare. C'est même relativement fréquent. Parfois même, c'est ici qu'on s'en rend compte. Parce qu'on fait des prédictions, et on se rend compte que les expériences ont déjà été menées peu ou prou dans les conditions qu'on a prédites. Parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, on ne les a pas toutes prises en compte, ce serait trop lourd, trop long, des millions, des milliards de données. On a pris le parti, et puis on se rend compte qu'en fait, ça a déjà été fait, et que ça ne colle pas du tout. Donc parfois, il n'y a même pas besoin de refaire des expériences. Et donc, poubelle. Mais malheureusement, même si c'est fréquent, l'histoire ne garde pas beaucoup de traces des échecs. C'est un peu dommage. Pourquoi? Mais pour éviter de refaire 2 fois les mêmes erreurs. Et puis c'est instructif de voir ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne marche pas. Malheureusement, on ne publie pas des mauvais résultats. On ne publie pas des choses erronées. Les biologistes ont une telle base de données sur Internet de ce qu'on pensait et que c'est avéré faux. Mais c'est un des rares domaines où ça se fait. Ce serait bien de l'avoir en physique, mais on ne l'a pas. Voilà. Et ça veut dire aussi que lorsqu'on élabore des théories, on doit toujours être prête à l'abandonner. Ah, ça peut être dur, hein? C'est son bébé. On élabore une théorie, ah mon Dieu, c'est ce que j'ai mis tout mon cœur dedans. J'y crois, ma théorie. Puis, c'est pas bon. Sans état d'âme, hein? Et ça, c'est pas toujours facile. On a tendance à s'accrocher bec et ongle à sa théorie. Et il faut l'accepter. Parce que l'expérience, la nature,
est un juge impitoyable. Et c'est elle qui décide, pas le théoricien. Et il faut être prêt à l'accepter soi-même. Ne jamais dire à quelqu'un, dites, votre théorie n'est pas bonne, abandonnez-la. Non, on doit être capable de le dire pour soi. On doit montrer l'exemple. Alors, supposons que, oui, il y a eu quelques résultats de réfutation, ça a permis de préciser le domaine de validité, mais la théorie, elle reste très bien, mieux que ce qu'on avait avant. Eh bien, ces résultats, ces écarts, sont quand même utiles, parce que ça veut dire qu'ils peuvent être la base d'amélioration future de la théorie. Et toutes les théories évoluent constamment. Parfois, ça peut prendre pas mal de temps. Parfois, c'est sous des formes différentes, l'ancienne restant ce qu'elle est. Mais il y a une constante évolution théorique. Constante. Toujours. Notons que ce processus n'est pas linéaire. C'est pas on part de là, et on arrive là. Souvent, il y a des allers-retours. On prend les expériences, on analyse les résultats, on pose des hypothèses. Oh, on se rend compte là qu'on n'a pas assez de données. On va compléter, on va les piocher dans les données, on va remener d'autres expériences. On construit le modèle mathématique. Oh, on se rend compte qu'il nous manque des hypothèses. On y réfléchit, on cherche des hypothèses complémentaires. Il y a donc constamment des allers-retours. Et souvent, ces différentes parties n'en font qu'une seule. Donc, et le processus est souvent récursif, pas à pas. Quelques résultats, quelques hypothèses, construction, prédiction, etc. En plusieurs étapes. Un bon exemple pour ça, c'est les recherches actuelles sur les supraconducteurs haute température. On a une très bonne théorie qui explique la supraconductivité, je l'ai appris à l'université, c'est la théorie BCS. Bardeen-Cooper-Schiffer. Théorie qui utilise la mécanique quantique, très bonne théorie, mais au-dessus d'une certaine température, très basse de l'ordre de moins 170 degrés, la théorie dit aucun corps ne peut plus être supraconducteur. Et on en a trouvé à plus haute température. Ce qu'on a pu déterminer jusqu'à maintenant, c'est que la théorie BCS ne s'applique pas à eux. Donc il faut comprendre. Et il faut une nouvelle théorie. Et c'est pas facile. Donc, les physiciens accumulent les expériences, les hypothèses, essayent de comprendre comment fonctionne cette supraconductivité, et on refait d'autres expériences, on synthétise d'autres matériaux, et on vérifie les résultats avec parfois des longues surprises. On en a eu avec les supraconducteurs haute température. Par exemple, la théorie BCS dit pas de fer dans les supraconducteurs. Sinon, ils ne sont pas supraconducteurs. Le fer est un poison pour les supraconducteurs. À cause de ses propriétés magnétiques, en fait. Dans les supraconducteurs haute température, on a trouvé des composés avec du fer. Énorme surprise. Donc, pas à pas, on construit la théorie. On est loin, on n'a pas encore tout compris de la supraconductivité haute température. Il faudra encore des réflexions, des analyses et des expériences, beaucoup d'expériences. Mais, de ce que je vois, moi, personnellement, de l'évolution des travaux, je pense qu'on n'en est plus si loin d'aboutir à un résultat complet qui, après, nécessitera une meilleure formulation mathématique à l'approfondissement qui, lui, peut prendre un certain temps. Mais à notre époque, tout va si vite. Donc, vous voyez, ce schéma calé sur le modèle, sur la méthode scientifique, est loin d'être unique. Hein. C'est qu'un schéma de principe. Et souvent, les choses sont beaucoup plus complexes qu'un simple schéma de principe. Voyons une deuxième méthode. La méthode dite d'unification. Alors, dans l'unification, on a plusieurs théories existantes et dont les domaines de validité, ou du moins où la théorie pourrait s'appliquer, se recouvrent. Où les différentes théories ont des points communs. Dans ce cas-là,
L'idée est de trouver une nouvelle théorie, unique, une théorie qui englobe le tout, qui s'applique à tout le domaine de validité, ou du moins le domaine d'application, en espérant bien sûr que ce domaine d'application plus large devienne un domaine de validité après les expériences, et qui explique ce qu'expliquent les autres théories, les anciennes. Alors, on pourrait dire pourquoi? Mais c'est pas seulement esthétique. Alors oui, un côté esthétique, hein. On aime bien avoir une belle et unique théorie, plus simple, plus compacte, plus fondamentale, et qui explique plus de choses. On aime bien ça, c'est clair. Mais c'est pas seulement ça. D'abord, c'est plus pratique. Quand vous vous trouvez dans des situations où il faut appliquer plusieurs théories, c'est quand même chouette de pouvoir appliquer une seule théorie. Du moins, si la théorie n'est pas plus difficile à appliquer, bien entendu. De plus, parfois, quand on a plusieurs théories, elles donnent des résultats contradictoires. Lequel est bon? L'expérience va le montrer. On aimerait bien le savoir à l'avance. Hein. Donc, si on a une théorie unique qui donne de bons résultats, tant mieux. Il est très fréquent aussi que la théorie unique, unifiée, prédise de nouveaux phénomènes physiques. Et donc, il permet d'aller plus loin dans la physique. On avance. Et on peut évidemment les vérifier par l'expérience. Et ces nouveaux phénomènes, on n'aurait pas pu les deviner, à moins de tomber dessus par l'expérience accidentellement, ou parce que, en examinant les anciennes théories, en les unifiant. Mais sans les unifier, sans expérience qui les montre, on n'aurait pas pu les deviner. La théorie unifiée dit, vous avez de nouveaux phénomènes là. Donc c'est toujours intéressant. Cette unification de plusieurs théories, c'est un travail mathématique. Pas un travail physique. Il faut connaître la physique, c'est quand même des théories physiques, pas des pures théories mathématiques. Mais le but est de trouver un formalisme mathématique commun et de rassembler les différentes théories en y faisant le moins de modifications possible. Travail souvent très difficile. Extrêmement difficile. C'est donc l'unification, elle se situe ici. C'est juste ça. Avec bien sûr des prédictions qui s'en suivront, etc. Mais c'est là, l'unification. Mais, étant donné son caractère assez particulier, et la grosse difficulté qu'il y a à unifier les théories, parce que c'est vraiment difficile, on peut vraiment lui mettre une place à part. Alors, prenons quelques exemples. Début du 19e siècle, on avait beaucoup étudié les propriétés de l'électricité et du magnétisme. Il y avait quelques théories en vigueur. Et on découvrit également assez vite qu'il y avait des liens entre eux. Les effets électriques avaient aussi des effets magnétiques et vice-versa. Faraday étudia ça en profondeur, établit les lois de l'induction électromagnétique et élabora également le concept de champ. Donc on peut dire que lui, il se situait un peu dans ce domaine-là. Mais il n'était pas du tout mathématicien, Faraday. C'était un grand expérimentateur, il était très doué de sa main, mais il n'était pas mathématicien. C'est donc Maxwell qui fit ce travail d'unification. Et Maxwell y arriva en modifiant au minimum ce qui avait été trouvé. Il ajouta une seule chose, ce qu'on appelle le courant de déplacement. Puis, on put le vérifier, effectivement, le courant de déplacement était une vérité. Et la théorie prédisait aussi d'autres choses, comme les ondes électromagnétiques. Et comme on l'avait constaté, que la lumière, par exemple, avait des propriétés électriques et magnétiques, très vite on a soupçonné que c'était bien une onde électromagnétique. Des expériences surmenées, Hertz prouvant l'existence des ondes radio, les expériences prouvèrent, par une mesure de la vitesse de la lumière en fait, que c'était exactement ce que prédisait la théorie de Maxwell, et donc on prouva que la lumière était bien une onde électromagnétique. Pour Maxwell, ce fut une consécration extraordinaire.
Encore un autre exemple. Avec la mécanique quantique, on explique les phénomènes à l'échelle atomique et on a pu appliquer la mécanique quantique à l'électromagnétisme. Cela a donné l'électrodynamique quantique relativiste. Une des théories les plus fantastiques de tous les temps. Parmi les plus précises et qui a été vérifiée avec une précision extrême, mieux que n'importe quelle autre théorie. Cette théorie a été vérifiée avec une extrême précision. Mais elle n'est pas complète, parce qu'il n'y a pas que l'électromagnétisme au sein des particules et des atomes. Il y a aussi deux autres interactions fondamentales, appelées interaction faible et interaction forte. L'interaction faible intervient dans certains processus radioactifs, comme la radioactivité dite bêta, et l'interaction forte intervient dans la physique nucléaire. C'est elle qui lie le noyau des atomes. Et à ce stade-là, c'était des phénomènes séparés au point de vue théorique. Or, on avait bien, pour l'interaction faible, on avait bien la théorie de Fermi. Mais celle-ci était incomplète, n'expliquait pas tout, et elle avait des difficultés techniques, sur lesquelles je n'insisterai pas ici, bien entendu. Alors on réussit à en faire une théorie unifiée. On unifia l'interaction faible et l'interaction électromagnétique, ou plutôt les théories qui les décrivaient. On se basa pour ça sur les symétries relevées dans les interactions, sur les différentes particules observées, et on construisit une théorie dite électrofaible, très simple, très élégante, faisant intervenir un mécanisme dit de brisure de symétrie et un nouveau champ, un ajout, le boson de Higgs, dont la découverte récente a valu un prix Nobel. Le boson de Higgs qui donne la masse aux particules, par interaction avec elles. Et cette théorie prédisait que l'interaction faible devait être véhiculée non pas par le photon, ça c'est l'électromagnétisme, mais par deux particules appelées bosons intermédiaires ou bosons W et Z. Le Z en particulier est une particule neutre, non chargée électriquement. Donc la théorie prédisait des interactions à travers une particule sans charge électrique appelée courant neutre et qui furent très rapidement vérifiées par le CERN en France. Et ce fut là aussi une consécration des résultats théoriques. Et bien sûr, très rapidement, on observa directement les bosons W et Z. Est-ce qu'on a continué? On essaye. Alors pour l'interaction forte, on a pas mal progressé, puisqu'on a pu, contrairement à la théorie de Fermi, aboutir à une théorie qui marche très bien, appelée théorie chromodynamique quantique. Chromo pour couleur, parce qu'on fait intervenir une propriété, une charge, comme la charge électrique, mais propre à l'interaction forte, et qui on l'appelle couleur, alors rien à voir avec les couleurs ordinaires, c'est juste le nom qu'on lui a donné, à cause de certaines analogies. Et la particule qui véhicule l'interaction est appelée le gluon. Cette théorie a été vérifiée de manière admirable, malgré ses difficultés. C'est une théorie très difficulté, non pas parce qu'elle est très difficile. Alors, c'est pas parce que la théorie est complexe, c'est parce que c'est l'interaction forte qui a certaines propriétés qui la rendent difficile. En particulier son intensité. Son intensité est très grande. Autre curiosité de cette interaction, quand les particules s'éloignent, l'interaction augmente. Ce qui est un peu contraire à l'intuition. Quand vous prenez deux aimants et vous les éloignez, ils ne s'attirent plus. L'interaction forte, c'est l'inverse. Donc ces propriétés bizarres, qui induisent un phénomène appelé confinement, rendent la théorie, rendent les phénomènes de l'interaction forte difficiles à étudier. Ça n'a pas empêché de faire des prédictions très précises et de la vérifier de manière très précise. Mais elle n'est pas unifiée avec l'interaction dite électrofaible. Alors on a essayé. En plus, là, le formalisme mathématique, il est déjà commun. C'est formidable, alors on n'a plus qu'à les mettre ensemble. Ouais, on peut les mettre côte à côte, mais utiliser les mécanismes d'unification qu'on a utilisés pour l'interaction électrofaible, c'est-à-dire une symétrie commune dont on fait dériver les différentes interactions, ça ne marche pas. Les théories prédisent des particules
qu'on devrait observer et qu'on n'observe pas. Donc il y a quelque chose qui cloche, on ne sait pas quoi. Et il y a encore une quatrième interaction, qui n'intervient pas vraiment à l'échelle des particules, c'est la gravitation. Il faut déjà beaucoup de masse pour avoir la gravitation. C'est une interaction très très faible, en fait, la gravitation. Il est plus facile de soulever un morceau de métal avec un aimant que de le faire s'attirer par la Terre. Parce que le petit morceau de métal, il est attiré par une planète entière par la gravitation. Et vous le soulevez avec un tout petit aimant. L'interaction de gravitation est très faible. Et, malgré le fait que parfois on se sent bien lourd. La gravitation est très bien décrite par la relativité générale. Mais on n'arrive pas à l'unifier aux autres interactions. Enfin, plus exactement, on sait les unifier. Mais il y a plusieurs manières de faire. C'est très difficile, très complexe, beaucoup plus encore que les autres interactions, parce que là, on n'a pas le formalisme commun. Donc, d'où l'idée de le faire de différentes manières, suivant les formalismes qu'on adopte, selon les idées que l'on met dedans, selon les modifications que l'on fait. Rappelez-vous, il faut faire quelques modifications pour unifier. Et on manque aussi de données expérimentales. On aimerait bien avoir des données qui sont du domaine dit de la gravitation quantique, mais on n'a pas grand-chose, ou du moins si on a de telles données, encore des données à expliquer dans un peu toutes sortes de domaines, on ne les a pas encore reconnues comme étant du domaine de la gravitation quantique. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail. Pour les théoriciens, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais, dans le domaine de l'unification, accrochez-vous, parce que c'est celui-là, travail difficile, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est l'unification, c'est encore pire. C'est du pur travail de mathématicien, à part les connexions avec la physique, bien sûr, ça reste de la physique mathématique, c'est des mathématiques, et c'est des mathématiques très difficiles. N'espérez pas faire de l'unification sans maths, ça ne marche pas. Voilà, donc voilà deux méthodes que nous avons explorées assez en profondeur. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons deux autres méthodes qui sont les adaptations et l'extension. Je vous remercie.